suis pas le super microbiologiste. Moi, je suis juste Pierre Barbet et j'anime une communauté de super microbiologistes. Il n'y a rien de pire que de ne pas être pertinent sur un sujet et de quand même répondre à une question parce qu'on a envie de prendre la parole et d'exister. Et dans des choses aussi techniques que ce qu'on fait, pour moi, il n'y a pas de miracle. Il faut apporter de la valeur, c'est du travail et ça permet d'être aussi là sur la durée. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 37 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Alors aujourd'hui, avec mes compagnons, nous allons faire un épisode un peu décalé et biscornu. Pourquoi ? Eh bien car nous allons entretoiser deux sujets qui n'ont rien à voir. Alors peut-être vous allez trouver, si jamais vous avez la screenshot de mon visage. Et du coup, pour nous aider à présenter ces deux sujets, on a réussi à trouver la seule personne capable de les raccommoder. Et donc, avec moi pour cette prouesse radiophonique, mes deux compères, le Arnaud le Magnifique. Comment ça va, Arnaud ? Ça va bien. Radiophonique. Ça va bien. On est revenu en 1990, là. Bah ouais. Et aussi avec moi, Chloé la cérébrale. Comment ça va, Chloé ? Ça va très bien, merci. Eh bien, enchanté. Et donc, assez de suspense pour aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui pour parler de ces deux sujets, Pierre Barbet. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, c'est ma Pierre première intervention radiophonique, visiophonique depuis très longtemps, donc c'est cool. Et peut-être pas la dernière, on en parlera plus tard. Et donc, Pierre, tu es connu plus sous le nom de super microbiologiste, d'où mon magnifique masque. Alors, juste rectification, je suis pas le super microbiologiste. Moi, je suis juste Pierre Barbet et j'anime une communauté de super microbiologistes. Eh bien, très très bonne introduction. Donc Pierre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais. Moi je m'appelle donc Pierre Barbet. J'ai découvert la microbiologie après le bac, parce que j'ai fait un IUT en biologie, appliqué surtout à l'industrie agroalimentaire. Et c'est là où je suis tombé amoureux de la microbiologie, l'odeur de l'agar, les pipettes Pasteur, les becs benzène où on fait des œuvres. Et j'ai vraiment adoré ça. J'ai continué, j'ai fait un master en microbiologie avec des stages, notamment des stages à l'étranger, toujours dans des labos de microbiologie. Et après les études, je suis parti aux États-Unis bosser pour un fournisseur de méthodes rapides pour les labos de microbiologie. Je suis parti 5 ans là-bas et c'est un peu le rêve américain, quoi. Et j'étais ingénieur application, donc j'allais dans plein de labos aux États-Unis pour installer des méthodes rapides en pharma et en agroalimentaire. Et parce que vous êtes dans le pharma, l'objectif dans le pharma, c'était de valider des tests de stérilité en 3 heures, sachant qu'un test de stérilité, c'est 14 jours avec la méthode traditionnelle. Donc c'était super challenge. On a eu des validations FDA, enfin des approvals FDA là-dessus. Donc c'était top. Et puis ensuite, je suis rentré en France après 5 ans. Je suis passé du côté obscur de la force, puisque là, je suis passé du côté des ventes. Dans une petite structure, et c'était une expérience personnelle assez compliquée pour moi, parce que avant, quand tu es ingénieur application, tu rentres dans tous les labos, tu es attendu, t'aides et tu passes du temps avec les microbiologistes. Quand tu es commercial, tu passes beaucoup plus de temps dans ta bagnole à faire des kilomètres, au téléphone, en train d'essayer d'arracher des rendez-vous téléphoniques, et quand tu rencontres les clients, ils te reçoivent en 10 minutes sur un bout de table et tu n'as plus accès au laboratoire, tu n'as plus accès aux problématiques, et en fait c'est ça que j'aimais. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis un peu questionné et je me suis dit est-ce que ça serait pas intelligent plus intelligent de faire un peu plus de marketing digital au sein de la petite structure dans laquelle on était, pour que ce soit pas nous les commerciaux qui arrachons les rendez-vous au téléphone et en fait les gens acceptent sans vraiment avoir envie de nous recevoir, mais que ce soit eux. J'avais pas d'idée à l'époque, mais qui nous trouvent et qui nous demandent de venir. Et une fois que les microbiologies, une fois que tu as une demande, c'est différent, la relation est beaucoup plus ouverte, et là tu peux vraiment parler des problématiques et essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui m'animait. Donc j'ai commencé à le faire un peu de briques et de broc dans la structure dans laquelle j'étais,
Et en fait, c'est compliqué le marketing digital. Donc j'ai refait une formation en alternance, en même temps que mon métier de commercial en microbiologie. Donc j'ai fait un MBA en marketing digital. Je savais pas que ça existait à l'époque. J'ai fait ça, j'ai découvert un autre monde. Et dans la structure dans laquelle j'étais avait un peu de, c'était avant le Covid, hein, ça, juste avant le Covid, avait un peu de difficulté à investir, on va dire, du temps et là-dedans. Donc je suis parti, enfin on s'est séparés et j'ai fait du marketing digital dans un autre domaine qui était de développement durable et pour tester tout ce que j'avais appris à l'école. Et là, il y a 2 ans, je suis revenu à mon premier amour qui est la microbiologie. Et j'ai mixé le marketing digital et la microbiologie en créant Super Microbiologiste. Trop bien. Une histoire. Donc voilà un peu pour l'introduction. Incroyable. Grave, trop bien. Je sais pas si c'est incroyable, mais... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que le marketing digital ? Rapidement. Juste une petite intro, on va en reparler après. Tout un programme. On va en reparler après, mais juste parce que du coup, je pense que les gens qui nous écoutent, parce qu'ils ont l'habitude de plus entendre des trucs sur sur voilà, la qualité, les déviations, blablabla. Et donc, à mon avis, t'en as quand même pas mal parlé avec ta difficulté justement du commercial versus le marketing, ou comment aller vers les gens plutôt, enfin comment attirer les gens plutôt que d'aller vers eux. Donc voilà, je te laisse répondre un peu à cette question. Alors déjà, pour moi, alors il y a plein de façons. Hein. Franchement, j'ai fait un MBA qui a duré 2 ans. T'as plein de marketing digital et ça change en fait tout le temps. Donc c'est assez mouvant. Je me lancerai pas dans une définition parce que celui qui regardera le podcast, qui écoutera le podcast dans 6 mois, ça sera obsolète. Pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui permet d'aider à rapprocher les gens. Je conçois pas le marketing digital comme quelque chose qui permet de mettre des barrières entre les gens et de rester chez soi et d'atteindre des personnes. Non, c'est vraiment l'objectif, il est de créer des relations entre les personnes. Et le constat que j'avais fait, c'était que les microbiologistes sortaient très peu de leur laboratoire, un chat. Et donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser le marketing digital pour les rassembler. Donc c'est uniquement un outil qui permet pour moi de rassembler les gens. Alors il y a plein de facettes. Les gens, tu peux aller les chercher de plein de façons différentes, soit en utilisant les réseaux sociaux. Donc là, tu vas pousser de l'information. C'est un peu au petit bonheur la chance, en fait. Il faut que l'information que tu pousses, elle tombe sur quelqu'un qui ait besoin de cette information-là à ce moment-là. Ou ça peut être de la distraction. Je bosse aussi pas mal sur la distraction, le côté fun de la microbiologie. Ou tu vas faire de l'inbound marketing, on appelle ça. Désolé, c'est un terme technique. Mais tu vas faire du blogging, tu vas faire des articles sur un site. Et là, quand les personnes vont aller chercher de l'information sur un moteur de recherche comme Google, elles vont tomber sur ton site. Et là, tu réponds à un vrai besoin. Donc là, c'est une autre facette du marketing digital. Et moi, j'adore. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, mais j'adore l'inbound marketing. Je pense que c'est ça se voit. La meilleure façon de répondre à une vraie question, quoi. On va pas créer le besoin, on va répondre à des vraies attentes et philosophiquement, sociologiquement, j'adore ça. Et en plus, c'est hyper performant. On appelle ça le SEO. C'est technique comme terme, mais alors, est-ce que, du coup, très bonne réponse à cette. Si vous avez des questions, les autres, n'hésitez pas. Oui. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, tu as créé donc la communauté Super Microbiologiste. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est ? Ouais, c'est parti du constat que moi, quand j'étais ingénieur application ou commercial et que j'allais dans les laboratoires, quasiment à chaque fois, j'avais la question mais comment font les autres ? Et c'est là que je me suis dit, c'est pas normal que moi, qui suis partie prenante en fait, puisque j'étais chez un fournisseur, on me pose cette question-là. Est-ce que j'étais légitime pour y répondre ? Je me suis dit, mais c'est dommage que les microbiologistes, ils communiquent pas un peu plus entre eux, surtout que c'est pas concurrentiel en fait la microbiologie la plupart du temps. C'est pas ce qui fait la différence entre deux industriels. Ça peut, mais très rarement. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage. Et il y a des événements en microbiologie, mais là par exemple j'ai fait un sondage, il y a plus de la moitié des microbiologistes qui sortent jamais de leur labo de l'année. Donc vu que j'étais un peu dans le marketing digital, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas créer en fait cette relation via le digital pour ensuite essayer d'aller un peu plus loin et d'inciter peut-être les gens à se rencontrer, faire tomber des barrières
ou ceux qui peuvent pas sortir parce que des fois c'est compliqué, il y a pas les budgets, il y a pas le temps, au moins de pouvoir échanger via des interfaces digitales. D'accord. Donc voilà, il y a 2 ans, je me suis lancé là-dedans en faisant un test, en essayant de voir si ça fonctionnait, et ça a super bien pris. J'utilise très souvent le mot super. Et alors, pourquoi à ton avis les microbiologistes ne sortent pas de leur laboratoire? Ça, Alors, parce que je t'explique pourquoi je pose cette question finalement, parce que on a en qualité finalement, C'est le là même on a aussi constat. le même problème, Ouais. le même constat. Alors ils sortent peut-être un peu plus, l'air de rien, oui, probablement parce que il y a plus d'argent qui est en jeu avec les activités de la qualité. Ils sont plus souvent la cible de griefs parce que c'est eux qui bloquent les lots. Et puis pareil, ils ont un peu la main mise sur le process, donc on les pousse plus à faire de benchmark, je pense. Mais néanmoins, là, Ouais, ça reste limité, quoi. ouais, et ils ont vraiment des difficultés à partager leurs informations, quoi. Enfin, c'est-à-dire, ah ouais. on veut pas dire parce que sinon on va se prendre un astrocarton, quoi. Alors que, Là, c'est un peu la peur de parler de CMST quoi en public. T'as un peu honte quoi. Donc ouais. mais c'est vrai qu'en qualité, Ah, excellent. c'est vraiment similaire à ce que tu viens de décrire, dans le sens où finalement, c'est pas très concurrentiel non plus, hein. C'est pas ton système qualité qui va faire que ton entreprise, elle est plus intéressante, enfin, ton site est plus intéressant qu'un autre. Bien, ça peut jouer sur ton temps de cycle, mais globalement, c'est plus la technologie sur le médicament qui va jouer que le système qualité, quoi. Ouais, mais ce qui fait peur, effectivement, c'est de parler de Mm. ces failles Mm. personnelles ou les failles d'entreprise, ou la peur, en fait, de parler des failles que l'entreprise pourrait avoir, qu'on maîtrise Mm. pas, même si la plupart du temps, c'est bien géré. Après, en microbiologie, il y a un côté un peu différent, c'est que il y a il y a du travail au quotidien physique à être présent parce qu'il y a des analyses à sortir. Mm. Donc s'absenter du laboratoire, soit il y a quelqu'un qui remplace, soit on surcharge quelqu'un. Donc il y a une difficulté supplémentaire à quitter ça. C'est comme un agriculteur qui doit récupérer le lait de ses Ouais. vaches. S'il est pas là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui le récupère. Donc dans la microbiologie, il y a du travail quotidien au laboratoire. Donc des fois, les responsables de labo peuvent, parce ils peuvent être déchargés ou ponctuellement déchargés de ce travail-là, et on peut les voir. D'ailleurs, il y en a qui sortent. Après, j'ai l'impression que sortir du labo, ça peut faire peur. Moins on sort, moins on a envie de sortir, parce qu'on a peur de ce qui peut se passer. Alors que quand moi je vais dans les événements, parce que j'en fais quand même pas mal, l'ambiance est plutôt bonne, c'est assez sympa, les gens partagent, alors ils vont peut-être pas aller très profondément dans leur quotidien, mais au moins il y a des échanges, il y a des connexions qui peuvent se faire, et ensuite on peut décrocher le téléphone et s'appeler entre microbiologistes. Mm. Donc il faut essayer d'effectivement moi c'est ce que j'essaie toujours d'inciter. Encore une fois, le digital c'est pas une finalité, c'est essayer de créer du lien, donc par tous les moyens. Quand on se rencontre, c'est quand même mieux. Maintenant, si on veut pas se rencontrer, comment est-ce qu'on peut faire? Donc voilà aussi pourquoi j'ai créé Super Il y a un Microbiologiste. autre problème avec, je réfléchissais, hein, il y a un autre problème avec cette rencontre dans les salons, etc. C'est que finalement, ce qui va en ressortir, c'est oral. Et donc, c'est un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que ça va pas rester, Mm. mais ça va pas rester. Et du coup, Ouais. tout le partage qu'on peut avoir, toutes les solutions qu'on peut trouver, tout dire, ah, toi aussi ça, bah moi aussi, bah, je fais comme ça, etc. Bah, salon fini, 2 personnes en profitent et c'est terminé, quoi. Alors Ouais. que avec du coup ce que tu crées, finalement, là, le partage d'expérience, il est là, il reste, et les autres peuvent en profiter. Et du coup, finalement, il y a plus de personnes qui peuvent en profiter. Mais on en revient à ce sujet de C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, chaque cas est un peu particulier. Chaque problématique dans les laboratoires est particulière. Moi, pour revenir là-dessus, effectivement, j'avais au tout début lancé un forum qui marchait pas du tout. Parce que non, mais ça marchait pas du tout parce que il y avait pas d'anonymat. En fait, c'était un forum sur LinkedIn, Mm. donc tu cliquais sur la personne, tu avais tout son CV, tu savais d'où il était. Donc parler des problèmes, encore une fois, je prends souvent l'analogie avec parler de CMST, mais c'est un peu ça, quoi. Mmh. Et sur le site, à un moment donné, j'ai dit bon allez, je recrée un forum, mais anonyme. Et là, les langues se délient, donc ça permet effectivement de garder les traces sur des problématiques, des questions, mais ça permet aussi aux gens de poser leurs questions en toute liberté et aux autres d'y répondre aussi, avec
avec ses failles. En fait, il y a pas de souvent dans un forum, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Enfin, mais au moins ça permet de lancer le débat. Moi, j'ai pas la prétention sur les articles que je fais ou sur les forums d'avoir la réponse à tout. Et d'avoir raison surtout, ou que la communauté ait raison, mais au moins ça permet de lancer le débat et de se questionner, et c'est le principal en fait. Alors du coup, ton premier challenge, finalement, on vient de le voir avec ta communauté. Là, ça va être très intéressant. Donc c'était l'anonymat avec ton premier forum qui n'a pas fonctionné à cause que justement personne ne voulait partager ses problèmes parce que du coup il était affiché direct, on pouvait le retrouver à LinkedIn, paf, direct. Les auditeurs, c'est la peur de l'auditeur. Mince, je vais te traquer, prochaine audit, on va exactement aller là. Alors que franchement, en vrai, quand on y réfléchit, est-ce que les auditeurs traînent sur les forums de microbiologie pour aller épingler les types ? Bon, je ne pense pas. Et quand bien même, du coup, la solution, elle est probablement trouvée, si elle est trouvée grâce à ce forum et implémentée dans le laboratoire, c'est tant mieux, c'est top, quoi. C'est tant mieux. Ouais. Mais je peux quand même comprendre cette peur et cette problématique du non-anonymat et de s'exposer en public, en fait. Moi, j'aurais plus peur de ma hiérarchie, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, le dirigeant de la boîte qui vient t'exploser le lendemain parce que tu as posté sur la boîte en ligne. Mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Quand t'es pas tout seul dans le labo, effectivement, et que t'as plein de monde avec système qualité, etc., c'est toujours risqué d'exposer tout le monde avec une question qu'on peut avoir, une question personnelle dans le labo. Puis tu as toutes les problématiques liées aussi au contrôle de la communication des industries pharmaceutiques. Des fois, juste de poser une question comme ça sur un forum, même semi-public ou quoi, il faut que le département communication soit d'accord, quoi, par exemple. Donc des fois, on a même cette problématique-là. Ouais, mais c'est moi pour avoir du côté fournisseur, on essayait d'avoir des testimonials de clients. C'était une horreur, quoi, parce que le labo était OK pour communiquer, mais à partir du moment où il fallait mettre le nom de l'entreprise, ça devient du marketing. Et donc là, il fallait avoir l'accord de N+1, +2, +3. Et on l'avait jamais parce qu'il y en a toujours un qui, à un moment donné, ou alors il y avait 9 mois entre le moment où on voulait le faire et le moment où c'était disponible. Ça n'a plus de sens. Donc, effectivement, exposer l'entreprise, exposer les collègues, ça a un impact qui est important et qui freine. On a été plusieurs fois confrontés à ça nous-mêmes dans le podcast. L'anonymat, ça aide sur le forum. Après, tu disais les principales barrières pour commencer. Les principales barrières pour commencer, c'est de se lancer. En fait, c'est les barrières personnelles. Au début, prendre la parole sur LinkedIn. LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui participent pas, qui ont même un peu peur de commenter, parce que c'est s'exposer professionnellement aussi, c'est remettre en cause ses propres valeurs. Et j'avoue qu'au départ, ça faisait un peu peur. Mais après, une fois que tu te lances, ça va. Et j'imagine que pour les podcasts et les vidéos, c'est pareil pour vous. Au départ, on a un peu peur de s'exposer, de se montrer. Puis à force d'en faire, ça roule. Donc le tout premier post que je fais sur LinkedIn, c'est de se lancer. T'as le doigt sur le bouton, poster. Allez, tu vérifies 5 fois les fautes d'orthographe. Même les premières vidéos YouTube que j'avais faites en 2019 là, ou 2018, tu sais pas trop comment ça va être pris, et tu t'exposes aussi. Enfin, tu te dis, mince, il y a des gens qui vont pas être d'accord, ça va me couper d'une partie potentiellement de clients, clairement. Et en fait, c'est tout le contraire, quoi. C'est que finalement, les gens qui vont aimer ce que tu partages vont encore plus te suivre, et ça va créer un réseau, comme tu le dis, qui tourne autour des mêmes thèmes. Et du coup, tu te retrouves à travailler aussi avec des gens qui partagent ta vision. Alors après, on a toujours le risque que notre vision, elle soit complètement à côté de la plaque, mais a priori, ça va. mais voilà, quoi. Tu peux pas plaire à tout le monde, donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, y a des gens à qui tu vas pas plaire, ou ta façon de communiquer va pas plaire, mais peut-être que toi, tu n'aurais pas eu d'accroche particulière dans le travail. Moi aussi, si je fais ça, c'est parce que j'aime la microbio et j'ai envie de bosser sur des sujets qui me plaisent, avec des gens avec qui je prends du plaisir à travailler. Donc ceux avec qui il n'y a pas trop de plaisir, pas d'atome crochu, à la limite, c'est pas très grave. Exactement, donc ça va attirer des gens avec qui tu aimes travailler, et du coup vous allez travailler ensemble et ça va être top. Et donc, est-ce que tu avais d'autres, parce que moi j'en vois une, je vais attendre de savoir si tu l'as dit ou pas, une autre difficulté à monter ta communauté comme ça, qu'est-ce qui...
J'étais assez surpris de la rapidité avec laquelle ça a pris. Moi, j'avais créé notre communauté dans le développement durable et c'était très niche aussi. La microbiologie, c'est hyper niche. Donc, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi important aussi rapidement. Mais non, franchement, j'ai pas. J'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire, ce que tu vas me donner comme truc. Peut-être que j'y ai pas pensé, mais c'est peut-être vrai. Ouais. De combien on parle de personnes là en ce moment sur ta communauté? Alors sur LinkedIn en France, j'ai la page francophone, c'est 9000, on a 9700 quelque chose comme ça en ce moment. Et j'ai lancé la page anglophone, donc en anglais, en janvier, et on est presque 2000. Ça va rattraper assez rapidement parce que la communauté est... Mais tu vois, 9700 en français, moi je m'attendais au maximum à être à 2-3 000. J'avais aucune idée du nombre de microbiologistes. Et en fait, ça touche pas que les microbiologistes qui sont dans le labo tous les jours, mais l'assurance qualité et puis d'autres personnes qui sont au contact de la microbiologie. Ouais, ça intéresse. Et puis là, donc ça c'est LinkedIn, et après il y a le site internet. Et pour moi, c'est ce qui le vrai poumon de Super Microbiologie, c'est le site internet. LinkedIn, c'est un porte-voix. C'est tout, c'est un outil. Le site internet, c'est la base, c'est ce qui est dur. Et là, on est à plus de 200, allez, je dirais en ce moment autour de 200 visites par jour, ce qui est énorme pour un site aussi niche que ça. Et du coup, c'est une bonne transition pour ma barrière. C'est justement sur ton site. Ouais. Moi, ce que je voyais comme barrière, c'est donc tu t'adresses à des professionnels, donc des mecs qui vont bosser pendant 8 heures dans les labos, ok. Et alors du coup, il faut chauffer les mecs qui bossent pendant 8 heures dans leur labo à rentrer chez eux, se connecter sur le PC et participer à reparler du boulot. Punaise. Ouais. Mais ça. Mais pour moi, ça fait partie du boulot. Alors c'est pour moi, hein, mais quand je regarde les stats de connexion, c'est les gens se connectent pendant la journée de boulot. Après, LinkedIn, le porte-voix, c'est personnel. Donc c'est surtout des connexions via le téléphone portable, dans les transports en commun, le matin en café, là où tu as tes habitudes de LinkedIn au niveau des réseaux sociaux. Par contre, le site en lui-même, les connexions, elles se font pendant les 8 heures de boulot, parce que les gens font de la biblio, font de la recherche, et ça participe. C'est à ce moment-là qu'il est le plus utilisé. Après, il y a des aficionados, il y en a qui sont à fond, et même le soir, ils sont encore dessus, mais je pense que c'est un peu plus rare. Alors ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que ton outil, enfin ta communauté, tu l'as réussi à la transformer en un vrai outil utile pour les personnes au quotidien. Et ça, c'est vraiment une grande réussite, quoi. Ouais. Après, moi, tous les articles que je fais, la première chose, et c'est le truc qui est écrit en gros à chaque fois au début, c'est quelle information ça apporte aux microbiologistes qui vont le lire. Et des fois, j'ai des partenariats avec des marques. Donc c'est la façon dont je me rémunère et je fais vivre le site. Et à chaque fois, le numéro 1, c'est pas faire plaisir à la marque. La contrainte numéro 1 que je me mets, c'est quelle information intéressante je peux apporter aux microbiologistes. Et vraiment, je ne pense qu'à ça. Donc in fine, ça fonctionne en fait, parce qu'après derrière, si tu apportes vraiment de l'information à haute valeur, enfin de l'information à haute valeur ajoutée, tu viens répondre à une problématique, à une question, et donc forcément c'est consulté pendant le travail, pendant la journée de boulot. Donc c'est parfait, encore une fois, très bonne transition. Alors comment tu fais pour susciter justement l'engagement des personnes si tu as connu, donc là tu as commencé à parler avec des partenariats avec les marques, mais justement pour servir les utilisateurs. Donc comment ça s'organise tout ça? Comment est-ce que j'engage? En fait, moi, je pars du principe. Voilà, c'est ce que je te dis. Je veux que ça intéresse. Moi, j'ai peu de qualité, mais j'en ai peut-être une qui est la curiosité. Et donc, en fait, le fait d'être curieux et d'essayer de comprendre quelles sont les problématiques, derrière, je creuse, et vraiment, je vais fouiller à droite à gauche. Je passe peut-être trop de temps des fois à être curieux, à fouiller, et puis le soir je me dis mais mince, en fait j'ai rien fait, quoi, j'ai rien produit, j'ai rien branlé, mais ça me permet de non, mais tu sais, t'as passé une journée, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas d'article, j'ai rien, mais ça permet de créer aussi, il y a des moments comme ça qui sont importants pour moi, de comprendre quelles sont les problématiques, et donc cette curiosité permet aussi d'aller chercher ils appellent ça les pains, les points de douleur,
Et une fois que tu as les points de douleur, bah, l'idée c'est de voir ce que tu peux mettre en face pour y répondre. Et à partir du moment où tu as ça et où tu as des choses d'intérêt, je pense que tu intéresses les gens, les gens parce que tu réponds à leurs questions. Donc c'est comme ça que j'engage. Il y a rien de truc, il y a pas d'artificiel, il y a pas de buzz, il y a pas de miracle. J'aurais aimé, hein, tu vois, en me disant, bah, je vais faire un MBA en marketing digital et je vais savoir monter une communauté. Non, je pense que il faut bosser en fait. Il faut bosser, il faut aller creuser et puis il faut créer du contenu qui est intéressant. Et du coup, Moi, je pars du principe aujourd'hui, qu'à partir du moment où ça m'intéresse les gens, quoi. Ouais, aujourd'hui, vas-y. les revenus que tu tires de cette activité, c'est les partenariats, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, Ok. ouais, il y a plusieurs types de partenariats. Bon, c'est essentiellement avec des fournisseurs, avec des marques. Soit ça va être une communication sur des webinars, parce qu'il y a de plus en Mm. plus de webinars qui sont hyper intéressants, qui sont pas là à présenter un produit comme on pouvait le faire avant, mais aujourd'hui qui apportent une vraie valeur. Et puis Mm. le produit, c'est quelque chose quand même qui est présenté, parce que bah, les marques, elles ont Ah oui. besoin aussi de vivre, mais qui est Mhm. présenté 5 à 10 minutes au début ou à la fin. Mais après, tu as des intervenants extérieurs avec encore une fois, de la valeur ajoutée qui répondent à des vraies questions. Donc ça, je fais des partenariats là-dessus. Si c'est des webinars où il y a que du produit, je fais pas de partenariat. Moi, j'ai pas envie de, Mm. j'ai pas envie de faire du partenariat pour du partenariat. Après, il y a d'autres types de partenariats. Maintenant, il y a des marques qui me donnent carte blanche parce qu'elles aiment aussi ma façon de d'écrire un peu décontracté et qui me C'est disent, pour bah ça que je t'ai voilà, contacté. ouais, Je suis tombé sur cet article fabuleux. C'est un article où, du coup, tu testais une poche de chez. Readystream. Je sais pas si- Ouais, c'est Ouais. un milieu de culture en poche fait par Mm, l'entreprise Merck. Et c'était un nouveau produit mm, qu'ils avaient et ils m'ont dit, bah écoute, bah, on te donne carte blanche, donc va voir les utilisateurs, essaye de faire un article. Et moi j'ai adoré parce que c'est un peu un truc d'inspecteur. Donc déjà faut mm, trouver les utilisateurs, ensuite il faut avoir leur confiance pour essayer d'avoir les informations, ce qu'ils aiment, et puis aussi les limites parce que quand tu es en face d'un fournisseur, tu as toujours les côtés positifs de la techno, mais tu n'as jamais les limites de la techno. Mm. Et les mm, connaître, pour le fournisseur ou pour le futur client, c'est hyper important parce que ça permet d'être sûr qu'on fasse un achat qui soit adéquat par rapport au fonctionnement du labo. Et donc voilà, ils m'ont donné carte blanche, je leur ai seulement laissé la possibilité de répondre dans l'article, dans des encadrés sur si mm, jamais ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait ou si l'utilisateur n'avait mm. pas perçu un avantage. Mm. Et de mémoire, il y a pas grand-chose. Et donc ça, je l'ai refait d'ailleurs pour ce qui va bientôt sortir dans le Ah, pharma sur des ouais. broyeurs parce que en fait, bah, quand on fabrique des comprimés, il faut les broyer avant pour pouvoir les analyser puisqu'il faut analyser aussi ce qu'il y a à Mm, l'intérieur et le broyage du comprimé est problématique. Donc j'ai un fournisseur de broyeurs mm. qui est utilisé dans l'agroalimentaire et qui commence à le mettre aussi dans le pharma, qui m'a dit bah, ce serait intéressant qu'on fasse un sujet là-dessus. Et donc je suis allé voir Ah, plein de labos et comprendre leur utilisation du broyeur, les problématiques que peut apporter le broyeur et les solutions qu'ils ont trouvées pour le mettre en routine. avoir un fournisseur qui t'a contacté comme ça pour faire ça, ça demande deux choses. De une, un courage important de la part du fournisseur et finalement une demande de transparence. Et même pour eux, finalement, c'est très utile parce que Ah ouais. ça va peut-être leur permettre d'améliorer leurs produits pour avoir un vrai retour objectif de leurs produits. Et également un rayonnement de ta part pour dire, bah voilà, ce gars, il fait quand même des trucs stylés et il a des contacts intéressants dans toute l'industrie. Et bah, du coup, on va venir le voir lui pour qu'il nous écrive un truc intéressant, quoi. Et cette combinaison est magnifique, je trouve. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon expérience sur la vente où tu vas chercher les gens, c'était un peu douloureux. Quand les personnes viennent à toi, c'est toujours plus facile d'installer un climat de confiance et d'aller un peu plus loin dans ce que tu peux leur proposer. Et là, c'est le cas. Et quand tu as une communauté, alors c'est bizarre, j'aime pas trop ce mot-là, mais il y a beaucoup de monde qui vient te lire, bah forcément, tu as une sorte de légitimité qui intéresse aussi les marques. Et donc, Mm. à moi d'être le garant aussi de pas trop faire de partenariat. Je veux pas trop en faire. Franchement, je pense qu'il y a sur 10 articles, il y en a peut-être un où c'est un partenariat, mais qui apporte toujours de la Mm. valeur avec quelque chose un peu décalé. C'est pas dire ce produit-là c'est le meilleur. Moi j'en sais rien, c'est le meilleur. Je pense qu'effectivement il peut être Mm. très bon dans certaines conditions, peut-être avec des Mm. limites dans d'autres. Et donc là on l'a fait. Et ouais, quand t'as une marque qui vient te voir en te donnant un peu carte blanche sur un truc, c'est génial. Après ça met la Ouais. pression, mais c'est génial.
Et donc, on en revient à ma question, enfin, je reviens à ma question que j'ai peut-être mal posée tout à l'heure, finalement, c'est comment tu organises finalement. Donc là, tu dis, tu podes des articles, donc tu as 1 sur 10 où c'est un partenariat, mais donc, tu poses ça sur ton site, les gens regardent, ils répondent, discutent dessus. Est-ce qu'il y a voilà, un espace pour poser ces questions? Comment ça s'organise tout ça pour que les gens, finalement, bah voilà, ça soit la petite boîte de pétri et que les gens interagissent, quoi. Ouais, alors t'as le forum où là Mm. il y a des échanges. Sous les articles aussi, tu peux laisser des commentaires. Après, la plupart des échanges se fait quand même sur LinkedIn. Donc sur les posts LinkedIn. Alors au début, quand tu commences, tu as 3 likes et un commentaire et c'est ta mère. Et après, après 1 an et demi ou 2 ans, bah ça s'emballe tout seul. Alors le conseil que je pourrais donner au départ, c'est de taguer. C'est alors pas taguer 50 000 personnes, mais de lancer des questions. Moi, je suis très peu dans l'affirmation. C'est plutôt, bah voilà, il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez peut-être un peu plus loin que qu'est-ce que vous en pensez, parce que qu'est-ce que vous en pensez, c'est un peu trop large, c'est une question un peu trop ouverte, mais aller dans le questionnement et pour que les premiers répondent. Et si tu tagues des leaders d'opinion dans le domaine ou des personnes en tout cas qui ont un avis là-dessus, bah derrière ça s'emballe et le débat s'installe. Et en fait, moi c'est ce que j'aime, le débat. Et en plus, il paraît que l'algorithme de LinkedIn adore ça quand il y a des commentaires et qu'il y a des échanges. Donc tant mieux. Mais ouais, l'idée elle est vraiment à chaque fois de lancer le débat. Et l'outil qui est principalement utilisé, c'est LinkedIn. Parce que plus tu as des D'accord. commentaires, plus tu as du débat, plus ton post il est visible. Mm. Tu vas parler aussi d'un truc trop intéressant que j'ai vu passer aussi, c'est tes sondages. Ouais. Je fais 2 types de sondages. Donc soit j'utilise la LinkedIn pour les sondages. Mm. Donc là, tu as juste à cliquer, ça marche super bien. Après, et c'est aussi une façon de rémunérer le site, c'est que quand je fais une thématique, par exemple sur les PSM, les postes de sécurité microbio, je fais 10 articles pour expliquer le fonctionnement du PSM, comment le nettoyer, etc. À la fin, je finis tout le temps par un article qui est les meilleurs PSM du marché pour les labos de microbio. Donc c'est pas moi qui décide quels sont les meilleurs, et puis je vais pas aller chercher des partenariats là-dessus. Le fait d'avoir une large communauté, ça permet de les sonder. Et donc, bah, Mm. régulièrement, à chaque fois en tout cas que je demande l'avis sur un produit, je fais un sondage qui est assez large. Je récupère 3-4 marques qui ressortent du lot. Et là, je les contacte et je leur dis, bah, est-ce que ça vous intéresserait d'être présent dans un article qui s'appelle les meilleurs PSM du marché. Donc là, bah, plus la communauté est importante, plus tu as de réponses et plus tu es sûr de pas promouvoir une bouse, quoi. Moi, ma hantise, c'est vraiment de promouvoir un produit qui soit pas Qui est bien nul. et qui marche nulle part. Je pense pas qu'il y ait un produit qui soit meilleur que tout le monde. Après, ça dépend de l'usage que tu peux en avoir. Donc l'idée, il est vraiment d'écrire les usages pour guider le microbiologiste à faire le meilleur choix possible. Et donc là, en ayant 3-4, par exemple sur le cas des PSM qui sont disponibles, bah, ça permet aux microbiologistes de dire bah, celui-là, il conviendrait peut-être mieux à mon utilisation. Et moi, je suis assez serein dans le fait que bah, je fasse la promotion de matos qui sont utilisés et plébiscités par les microbiologistes, les personnes du terrain qui utilisent tous les jours. En fait, tu prémâches un peu le travail de User Requirement Specification, les URS. Donc les gens, ils vont venir te lire quand ils construisent leurs URS pour pouvoir dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, ça et ça. Ah bah tiens, regarde, là, il y a des gars qui réagissent sur ça. Je pense que celui-là, ça peut peut-être être intéressant pour nous, etc., quoi. Ouais, ça va. En fait, c'est les guides d'achat. Donc vraiment, faites attention à ça, ça, ça et ça quand vous achetez ce type de matos. J'ai pas de parti pris en disant bah ça c'est mieux ou ça c'est pas mieux. J'explique en fait bah, si vous achetez celui-ci, voilà la contrainte et voilà l'avantage, et si vous êtes sur celui-ci, voilà enfin les différences. Et je vais un peu plus loin puisqu'ensuite je propose les marques. Donc les marques les plus utilisées. En tout C'est cas, les vraiment, plus c'est que appréciées, pas choisir. les plus. Ouais, à la seule différence. Oui, oui, c'est vrai. Ma femme me dit souvent ça. À la seule différence, en fait, c'est que c'est les marques au final qui financent Ouais. quand même, et c'est pas le lecteur qui finance. Tout est gratuit. Enfin, Qui finance, ouais. la lecture est gratuite pour le lecteur, et c'est les marques qui le financent sous réserve qu'elles soient plébiscitées. En fait, c'est pas moi qui choisis les marques. Et Ouais. heureusement, C'est là où je te sinon je ferais trop d'erreurs. Et
ce serait pas bon. C'est là où tu es trop fort et que tu as un positionnement excellent, c'est que finalement, tu t'es jamais positionné en expert, mais plutôt justement en animateur, quoi. Et tu as une connaissance suffisamment pertinente pour dire, ouais, ça c'est plutôt vers là où il faut aller, mais finalement, tu te prononces jamais en tant que personne, et c'est justement, tu utilises ta communauté comme un outil pour aiguiller, quoi. Et c'est là où c'est ultra fort. C'est pas que je veux pas me mouiller, hein, mais non, mais c'est difficile. C'est pas ça, mais c'est que j'ai aucune légitimité en fait à avoir un. Je suis pas expert. Moi, je suis issu de la microbiologie, donc je comprends un peu les problématiques. Je suis assez curieux là-dessus. Par contre, je peux pas répondre à une question si précise en étant aussi affirmatif. Je ferais fausse route et ça décrédibiliserait complètement. Donc moi, effectivement, ce que je disais au départ à Arnaud et Chloé, c'est que je suis un peu le géo du club med, mais du club super microbiologiste, où je tends le micro, je vais gratter à droite, à gauche, je vais chercher les gens dans leur labo pour essayer d'avoir leur avis. Et après, pour le type de sélection, c'est le nombre qui fait la force en fait. Si tu as 3 réponses avec 3 PSM, bon, c'est un peu compliqué de savoir qui a répondu quoi et si ça se trouve ils ont un lien de parenté avec le fournisseur, tu vois. Alors que quand tu as une grosse communauté et que tu as un résultat au sondage qui est assez important, tu as peu de chances de te tromper. Mmh, mmh. Et donc, et au-delà du coup finalement de la sélection de produits, comment tes membres finalement ils bénéficient de cette communauté autre que bah voilà ce produit-là ou ce produit-là. Après, est-ce qu'il y a vraiment des échanges de troubleshooting, de choses comme ça? Faudrait leur demander en fait. Ouais, non, mais il y a aussi de la curiosité. Il y a de la curiosité certainement de leur part. Il y a de la distraction parce que j'essaye de faire des fois des trucs un peu décalés, un peu fun, où la façon de l'écrire elle est assez légère. Moi, je suis pas je suis d'un bac S, tout ce qui était littéraire, j'en avais horreur et je me retrouve à écrire des articles aujourd'hui, tu vois, c'est un peu la folie. Donc j'écris comme je parle en fait. Peut-être que c'est ça aussi qui plaît. Donc au-delà du style, après il y a de l'information qui est présente. Il y a le forum où effectivement là il y a du troubleshooting. Après c'est le forum, c'est un effort supplémentaire. Il y a la barrière, il y a exposer ses problématiques même sous le côté de l'anonymat. Souvent les problématiques elles sont multifactorielles. Alors pour être capable de les décrire en quelques lignes, c'est pas facile. Donc il y a toutes ces barrières là, mais une fois qu'on les a franchies, on peut avoir des réponses. Et des fois il y a eu il y a eu des troubleshooting sur des problématiques ou des demandes d'avis grâce au forum. Après j'ai aucune prétention de régler tous les problèmes. Vous êtes là après pour aller aussi un peu plus loin et aller les résoudre. D'ailleurs, c'est marrant la façon dont les personnes peuvent prendre la parole aussi sur des problématiques où il y en a qui vont tout de suite répondre très précisément et d'autres qui vont essayer de vendre un peu leur savoir. Bon, il y a des façons de répondre. Je pense qu'il faudrait peut-être que les fournisseurs ou que les utilisateurs se forment aussi aux façons de répondre, notamment les fournisseurs, les gens qui ont quelque chose à vendre. Quand on a quelque chose à vendre, on se présente souvent comme mon produit c'est le meilleur et puis on l'écrit comme ça. Moi souvent je vois des posts en dessous avec des commentaires en disant ah bah si vous cherchez un produit voilà c'est le mien le meilleur. Mais je trouve ça, il y a aucune crédibilité là-dedans. Peut-être plus répondre à la problématique que la personne a, se créer une crédibilité en disant bah tiens lui c'est un expert, il a l'air de bien maîtriser le sujet. Je vais aller creuser et peut-être que du coup on crée une confiance et là on peut avoir la confiance dans le produit, mais tout de suite exposer le produit ou exposer l'expertise, enfin la solution, je trouve c'est un peu maladroit des fois. Ouais. Ah, moi j'ai un peu du mal personnellement à aller répondre à des problématiques parce que j'ai mon avis. Est-ce que, bah, encore une fois, je connais pas tout le contexte et c'est là où, là, en fait, moi, j'expose des problèmes. Enfin, je parle d'un sujet où, bah, du coup, je vois ce que je veux dire et je l'envoie et puis après, je regarde ce que les gens disent. Mais par contre, après, quelqu'un qui va poser une question sur un sujet spécifique, là, du coup, tu peux que dire ton avis enfin, ton avis sur le truc. Et finalement, c'est là où je trouve, c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où j'ai le plus peur de me planter, quoi. Ouais, après il y a toujours la peur de se planter quand on répond à quelque chose, mais il y a toujours des experts dans un sujet très pointu et donc l'idée c'est de les mettre en relation avec les gens qui ont des problématiques pour y répondre. Il y a rien de pire que de pas être pertinent sur un sujet et de quand même répondre à une question parce qu'on a envie de prendre la parole et d'exister et ça Ouais. on l'a connu pendant le Covid notamment avec des experts tout le temps à la télé et on le connaît aussi dans notre quotidien dans nos domaines respectifs. Ouais.
T'as des modérateurs qui peuvent intervenir là, ouais, quand tu vois qu'il y a vraiment des grosses conneries qui sont diffusées ou des trucs comme ça, Non, non, il y a tu que fais quelque moi. chose? J'essaye d'éviter parce que même s'il y a des bêtises, après elles peuvent être tempérées, elles ont le mérite d'exister, de lancer le débat. Si ça va au-delà de ça, je veux dire, la réponse l'incompétence, à la limite c'est pas très grave. La personne a essayé de participer, peut-être qu'elle a pas compris la question, peut-être que si ça va dans de l'insulte, dans du non-respect, là par contre oui, je modérerai. Mais le reste, non. Je pense que ça fait partie du débat. Et puis encore une fois, je me positionne pas comme un expert, donc peut-être que pour moi ça me paraît pas logique, mais que pour quelqu'un d'autre ça pourrait être la bonne réponse. Donc là, en fait, t'en es à un moment où finalement, t'es un peu assis sur ton trésor, quoi. C'est-à-dire que voilà, non, mais c'est-à-dire l'effort est fait. T'as quand même réussi à faire une communauté de personnes qui réagissent au sujet, qui te procurent un retour. Du coup, là, ça y est. En fait, là, t'es à l'endroit exact où tout le monde, tous ceux qui essaient de créer une communauté aimeraient se trouver, quoi. Donc maintenant que t'as ça, où est-ce que tu aimerais emmener cette communauté? Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Bah non, rien n'est jamais acquis en fait. Je pense une communauté appartient à personne. Donc l'idée, elle est toujours de consolider, continuer à apporter. Je raisonne. En fait, la communauté, c'est un coup de billard à deux bandes. Moi, j'ai envie de faire ce que j'aime et de parler de sujets que j'aime. Et si en plus il y a la communauté et le reste, ça me permet moi le plus longtemps possible de continuer à faire des choses que j'aime. Euh, Là, l'avantage de voir que ça prend, c'est que je me dis, bah, ce que je fais, ça plaît. Donc, faut que je continue à faire ce que je plais, à faire ce qui me plaît, pas trop me prendre la tête, essayer de faire des calculs savants sur des choses, parce que c'est le meilleur moyen de faire tout capoter. Pas faire trop de collaboration non plus, parce que c'est aussi le moyen de tout faire capoter, et de continuer à être curieux et à aller creuser pour l'emmener là où elle ira. En fait, après, en termes de nombre, il n'y a pas de limite. C'est aussi pour ça que je l'ai fait en anglais. C'est pour aussi euh, l'agrandir et avoir une crédibilité un petit peu plus internationale. Et puis aller toucher des gens qui ont des problématiques différentes. Je pense que ça peut enrichir le débat. Mais j'ai pas de plan sur la comète, et au contraire, j'essaye d'être assez flexible en me disant bah tout est ouvert, quoi. Pourquoi pas faire des podcasts, pourquoi pas faire des vidéos, pourquoi pas aller vers d'autres choses, même si moi j'adore l'écrit et j'adore le côté blogging et le côté SEO, et je suis aussi parce que je suis plus à l'aise avec ça qu'avec de la vidéo ou du podcast. Mais il y a des formats intéressants vers lesquels j'aimerais tester et sur lesquels je mets pas de barrière. L'idée, c'est toujours continuer à faire des choses intéressantes, qui intéressent les gens, qui m'intéressent moi, et qui permettent d'avoir le débat. Et si je continue à faire ça, je me fais pas trop de soucis pour la suite de l'aventure. Et ouais, est-ce que vous avez une question? Non, non. Non, non, ouais, moi pour compléter, je me dis, Pierre, comme tu disais, hein, t'es curieux, t'es passionné, et avec ton côté commercial et un peu expert. Bon, tu dis que t'es pas trop expert, mais quand même, j'ai du mal à le croire. Et une autre qualité aussi, c'est que t'es modeste. Et je pense que ça, en fait, ça reste quand même les clés du succès. Et je pense que ton site internet, là, j'ai regardé, vraiment, t'as une vraie identité numérique en plus dessus. Donc, vraiment, ouais, il y a tout pour que ça marche, hein. Enfin, en tout cas, c'est top, ouais. Ouais, merci. Non, mais c'est ouais, mais merci. Ça fait plaisir à Qu'est-ce entendre. qu'est-ce qu'on appelle une identité? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une identité numérique? Ça, c'est intéressant. On essaie d'en Chloé, créer Qui, une. moi? Ah, ou Pierre? Non, Pierre, voilà, parce que c'est vrai que toi, tu as une combinaison de plein de trucs trop intéressants, Pierre, avec justement le Ouais, masque, tout ça, voilà. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui crée en fait ton identité numérique? bah c'est un peu tout ça. C'est le nom, c'est le masque, c'est le côté un peu décalé, ou sur les visuels. J'utilise les mecs des bronzés, les mecs du Splendide, les E.T., enfin des trucs un peu différents qui sont pas beaux. Moi, en création visuelle, je suis nul. Je suis vraiment, je suis nul. Et c'est presque maintenant une marque de fabrique en fait.
parce que voilà, c'est des montages, des collages, des trucs qui sont pas très très visuels, mais au moins ça tape à l'œil. Donc ça c'est une identité visuelle, on va dire, qui marque, qui est un peu qui est pas complètement réfléchie, mais qui est un peu grasse, on va dire, mais qui me correspond. Voilà. Après, je suis c'est ces côtés un peu créatifs où je m'inspire de mon quotidien, et des choses que j'aime, tu vois, les bronzés, les trucs, c'est ces trucs qui me font marrer, que je les réutilise. Je regarde un film avec mes enfants ou des trucs, j'essaie tout le temps de penser à des choses que je pourrais réutiliser de mon quotidien et de les mettre. Après voilà, quand tu crées une identité, comme tu le dis, et c'est ce qu'on apprend aussi en MBA, c'est de travailler avec des personas et c'est d'avoir une sorte de boîte et de limite pour pas trop déborder et pour pas que ce soit non plus complètement folklorique. Donc effectivement, quand j'ai créé Super Microbiologie, j'avais une case avec des choses à dire, à pas dire, à faire, à pas faire, et j'essaye de rester dedans. Mais c'est assez facile parce qu'en fait, ça me représente bien moi, et donc j'ai pas trop d'efforts à faire par rapport à ça. Ce qui est plus compliqué quand tu travailles pour quelqu'un d'autre et que tu fais une prestation extérieure. Et d'ailleurs, au début, quand je me suis lancé, l'idée elle était est-ce que je fais du marketing digital pour quelqu'un d'autre, pour un industriel, pour une marque, par exemple? Ce que je fais, une marque aurait très bien pu le faire. D'ailleurs, je suis assez étonné que personne ne l'ait fait avant. C'est-à-dire donner de la valeur avant de pouvoir recevoir. C'est aussi l'inbound marketing, c'est beaucoup ça. Et le faire pour quelqu'un d'autre, c'est vachement plus compliqué parce que t'as pas autant de liberté. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai une liberté totale. D'ailleurs, des fois, je fais gaffe et quand tu es tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, je le confronte. J'ai une personne dans le milieu qui s'appelle Julien Pastor qui a fait pas mal de vidéos aussi là-dessus, et souvent je l'appelle, je dis mais ça t'en penses quoi? Il dit laisse tomber, c'est nul à chier. Ok, d'accord, j'abandonne. Mais ou c'est trop risqué, ou il me dit mais c'est génial, ou voilà. Donc j'essaye aussi, c'est un peu le risque quand t'es tout seul des fois, c'est de déborder, c'est de sortir un peu de ton univers ou de faire quelque chose qui est trop décalé. Et moi j'aime les trucs décalés, donc j'ai cette tendance où il faut que je fasse gaffe de pas trop sortir. Ouais. Et des fois, tu dis, ça c'est une méga idée, c'est génial, t'es persuadé, tu dors bien la nuit et tout. Le lendemain, tu dis, en fait, non, c'est nul, faut pas que je le fasse. Ça arrive souvent. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi tu as choisi, parce que tu fais des articles donc qui t'aident à faire ton référencement SEO, etc. Pourquoi t'as pas fait une newsletter? J'en ai une. Merde, ça veut dire que je communique pas dessus. Non, en fait, ouais, c'est un des objectifs de cette année. Elle est pas vieille, mais effectivement, c'est que quand tu es tributaire aussi des algorithmes des réseaux sociaux, c'est toujours compliqué. Et du jour au lendemain, s'il ferme LinkedIn, tu te dis mince, j'ai tout perdu. Si Google change son référencement naturel, parce que donc l'idée, c'est de multiplier aussi les façons d'atteindre les personnes. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a le SEO sur les moteurs de recherche, mais il y a aussi, comme tu le dis bien là, récupérer des adresses email pour faire des newsletters. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au départ, récupérer les adresses email sans rien en faire. Encore une fois, c'est que tu peux considérer ça comme un trésor de guerre. Et là, cette année, j'ai pris un abonnement. Après, c'est tout le temps la barrière. Tu as tes abonnements pour tout, donc tu te dis où est-ce que je mets la limite? Donc là, j'ai pris un abonnement à Brevo, c'est anciennement Sendingblue, et je mets en place de la newsletter. Mais l'idée, elle est pas de surcharger, elle est vraiment d'envoyer quand il y a quelque chose d'intéressant ou un article sur lequel je sens ça marche bien, tu vois. Sur LinkedIn, j'ai beaucoup de retours. Là, je me dis ça intéresse. Je le vois aussi sur les statistiques de visite avec Google Analytics. Bon, là, j'en fais la promotion sur la newsletter. Et la newsletter, c'est assez complexe parce qu'il faut à la fois récupérer l'adresse email et puis l'entretenir après celle-ci et envoyer des informations qui sont intéressantes sans avoir des désinscriptions, etc. Ouais. Mais c'est un outil qui est assez puissant. Quand je fais des promotions pour des webinars, systématiquement, je fais un ou deux posts LinkedIn, plus je l'envoie par newsletter. Et là, en termes de statistiques, ça marche très très bien. Il y a beaucoup d'inscriptions grâce à la newsletter. De toute façon, on en revient à ce que tu disais dès le départ. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'utilité pour l'utilisateur, quoi. Ouais. À partir du moment où tu fais quelque chose qui va être utile pour les personnes qui vont recevoir cette information, bing, ça va marcher. Si tu commences à faire un truc
finalement pour te servir toi, c'est là où tu vas perdre l'adhésion des gens et puis terminer quoi. Ouais, me servir moi ou me servir une marque avec laquelle je pourrais être faible et accepter un partenariat qui est un peu brinque-ballant. Aujourd'hui, j'ai cette possibilité de pouvoir dire non, ce que j'avais peut-être pas forcément il y a 1 ou 2 ans, mais je faisais pas trop de partenariats à ce moment-là. Enfin, quand t'es pas connu, on va dire, quand t'as pas de communauté, tu fais pas trop de partenariats. Maintenant, j'ai cette possibilité de dire bah oui ou non, ou plutôt on le tourne comme ça, parce que sinon on va plutôt. Donc il y a aussi du conseil dans ce que je fais en disant bah non mais ce type de webinaire ça marche pas. Enfin voilà, c'est fini. Et aujourd'hui il y a une qualité tellement importante au niveau des webinaires que suffit pas juste de faire un webinaire pour que ça fonctionne. Il faut le bosser quoi. Bah en fait il y a pas de on voit les influenceurs qui font des millions à Dubaï et puis voilà, mais ça n'a jamais été un modèle pour moi. Et il n'y a pas de secret dans notre niche et dans des choses aussi techniques que ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Il faut apporter de la valeur, c'est du travail et ça permet d'être aussi là sur la durée. Tu avais parlé au départ, tout au début, de ton intérêt pour le développement durable. Est-ce que tu es en train de, tu vas à un moment donné fusionner la microbiologie et le développement durable pour combiner tes deux passions? Ouais, c'est un peu compliqué, non? Ouais, c'est hyper Non. compliqué, mais Ouais? c'est quelque chose qui me, oui, je l'ai fait. J'ai quelques articles qui parlent de ça à l'échelle du laboratoire, qui est un peu en retard, enfin qui est loin, comme dans beaucoup de domaines. Comment réduire les dasseries? Alors, on y vient toujours par des problématiques financières, parce que les dasseries, donc c'est les grosses poubelles jaunes là Qu'est-ce pour que tu... éliminer les déchets. Ouais, j'allais dire, qu'est-ce que tu entends par dasserie parce que tout Ouais, le monde c'est sait les pas ce que grosses c'est. poubelles jaunes dans lesquelles tu vas Ouais. mettre les déchets, les boîtes de pétri, les produits contaminés. Donc c'est détruit dans une filière qui est spécifique, qui permet d'être sûr qu'il n'y a pas de résidus derrière. Donc ça coûte, c'est des enlèvements différents, ça coûte cher. Donc l'idée, elle est de les réduire. Et donc comment est-ce qu'on peut les réduire? Et donc j'ai fait un article là-dessus. J'ai fait aussi un article sur tous les déchets qui sont cachés, parce que dans le laboratoire, on a énormément de déchets, mais le fabricant, il a dû en faire. Donc il y a toute cette, donc c'est de la sensibilisation. J'ai mis en valeur aussi dans un article un commercial qui se déplace en train et en vélo. Moi, quand j'étais commercial, c'est 75-100 000 kilomètres dans un gros diesel break tout seul par an, multiplié par le nombre de commerciaux, par le nombre de boîtes, sans compter les vols tout le temps en avion. Voilà. L'idée, elle est à mon échelle de sensibiliser, mais ça, c'est vraiment une démarche qui est personnelle, qui a rien à voir vraiment avec Super Microbiologiste et qui est quelque chose qui me touche moi personnellement. Donc, j'essaye de l'infuser sans l'imposer non plus, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'est pas au même degré de réflexion. Et là-dessus, j'ai pas envie de heurter les sensibilités. C'est comme parler de politique, parler d'autres choses, du club que tu supportes ou des choses comme ça. Là, tu peux arriver à ce que les gens t'aiment pas ou te catégorisent pour des choses qui ont rien à voir avec la matière que tu es en train de produire. Donc là, oui, je le fais sur mon compte personnel, sur LinkedIn, sur Super Microbiologie. J'essaye de le mettre à petite dose, mais pour moi c'est quelque chose qui est important et on a tous un boulot à faire. Quand je vois des fois des fournisseurs où qui vont faire leur séminaire à l'autre bout du monde, et puis derrière qui vont promouvoir le fait qu'ils ont changé toutes leurs boîtes sur des boîtes en carton, sur des boîtes recyclées. Ouais. Ça manque de cohérence en fait, et ça me pince quoi. Quand je vois ça, ça me pince. Est-ce que je vais arrêter de faire des partenariats avec ces marques-là? Non, parce que j'en ai aussi besoin un petit peu. Mais ça me pince, et quand je les ai, j'en discute pour voir un peu où ils en sont. Mais ça bouge. Enfin, les choses bougent parce que individuellement, les gens commencent à se dire, mais quand je vais à la 3P à Biarritz, est-ce que j'y vais en avion ou est-ce que j'y vais en train? Alors qu'on a un réseau de train qui est exceptionnel en France, quoi qu'on en dise, et qu'il y a une gare à Biarritz et dans la majorité des grandes villes de France. Donc voilà. Bah, ouais, c'est un article que j'ai vu grâce à toi sur LinkedIn où c'était un gars qui calculait le bilan carbone des goodies reçus dans les salons. Ouais. C'est le labo durable. Trop bien fait. Ils sont top, ouais. Et c'était c'est ça, le salon du développement durable. Il était reparti avec des goodies et puis il avait fait bon bah voilà les gars. C'est une vraie question, hein. Et franchement, c'est une vraie problématique les goodies mais bon, ça continue de fonctionner. Là, il y a Forum Labo bientôt. Il y en a qui font le tour pour avoir les goodies.
Puis même des goodies maintenant, il y a des goodies durables, mais est-ce que vraiment ça sert? Est-ce que il y a. Mais au-delà de ça, il y a la façon de se déplacer, l'impact. Ils font revenir et c'est Jean Covici qui en parle tout le temps. Les règles de 3, les ordres de grandeur. Moi, je suis assez cartésien et matheux là-dessus. Il faut aussi voir les ordres de grandeur entre un goodies effectivement et les gens qui viennent au forum en avion ou en voiture tout seul et qui traversent toute la France. Et l'impact, il est là en fait. Il est dans le déplacement aujourd'hui plus que dans le goodies qui effectivement est très visuel et peut être amélioré, mais le boulot, il est aussi dans le déplacement. Alors, voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'on parle. C'est passé aussi assez vite. Je suis arrivé au bout de ce que j'avais préparé. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cet ensemble? Non, moi je trouve ça passionnant. J'aime bien ton forum en fait, parce que du coup, c'est vrai que nous, c'est une discussion qu'on a eue en interne, hein, forum et tout. C'est dit, ouais, forum, c'est un peu dépassé en termes de technologie. Ouais. Mais moi, je dois être un boomer parce que je trouve ça carrément mieux que tout ce qui se fait aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'avant l'épisode, j'étais allé voir. Il y a quand même de l'interaction sur le forum. Donc finalement, les forums ne sont pas morts, quoi. Non, mais t'as des forums. Alors là, moi, c'est vrai que ça fait vieillot sur le site et tout, parce que je suis limité dans les outils que je peux utiliser. Mais t'as des forums comme Reddit, tu regardes, t'as des milliers, t'as des trucs sur la microbiologie, t'as des milliers de réponses. Alors ça, c'est la foire un peu à tout, Ouais. mais t'as énormément d'interactions. Donc je pense que les forums sont clairement pas morts. Je me posais la question, il n'existe pas sur le site en anglais, il n'y a pas de forum. Parce que c'est assez compliqué à gérer. En fait, c'est des gens qui s'inscrivent, qui rentrent, donc potentiellement, c'est peut créer des virus. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc Ouais. j'ai laissé vraiment qu'en français pour l'instant. Et je me pose la question de comment le faire en anglais pour créer de l'interaction, parce que c'est ce qui m'anime le plus en fait, de créer de l'interaction. Ouais. Donc ouais, les forums sont pas morts. Après, c'est du boulot parce qu'il faut l'animer, il faut en faire la communication. Voilà, on n'est pas sur des centaines de milliers de posts, on est plutôt sur des centaines de posts depuis 1 an. Mais ouais, à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau post, je suis content. Franchement, je suis fier à chaque fois. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Trop bien. Non, c'est trop bien, quoi. Franchement, c'est bien. Ouais. C'est parce que ouais, comme dit Arnaud, on s'est posé la question comment on va faire et tout, parce que tu as Discord maintenant. Ouais, Discord c'est top qui aussi. permet Ouais. de faire des trucs intéressants, mais dans Discord, le problème c'est que tu perds aussi cette traçabilité, tu vois. Dans un forum, moi j'utilise les forums pour réparer ma tondeuse. Bon, voilà. Et en vrai, tu trouves des posts. Tu trouves des posts de, je sais pas, de 1980, enfin de 1998, j'ai un motoculture, je sais plus le forum là. Et du coup, le mec, il a eu ton problème, parce que c'est une vieille tondeuse, il a eu ton problème il y a 20 ans, et il décrit avec les photos, les trucs et les machins, hop, et voilà. Et tu peux régler ton problème avec un post qui date d'il y a 20 ans, quoi. Mais il y a des mecs, ils ont fait des trucs pour tout, un joint de frigo d'une marque lambda, tu tapes le truc, il y a quelqu'un qui a eu le problème et qui a fait un tuto pour que tu puisses le réparer. Je trouve ça exceptionnel. Effectivement, sur Reddit et sur Discord, tu perds un peu sur Discord un peu plus, tu perds le fil. C'est pour ça que même en termes de SEO, c'est intéressant d'avoir un forum, parce que les gens peuvent retomber sur des discussions Ouais, c'est ça. qu'il y a déjà eu, ouais. Donc il y a pas d'outil complètement parfait, mais celui que j'ai pour le français, là, je suis assez content de l'outil. Il est assez facile à gérer. Tu peux te faire envoyer des alertes quand il y a des gens qui répondent. Mais ouais, moi j'adore les forums et je l'utilise pour tout en fait. Là, à chaque fois que j'ai une question en un truc, le premier réflexe, c'est de voir s'il y a quelqu'un qui a déjà eu le problème. C'est trop bien. Non, mais c'est ça. Hein. Donc voilà, donc forum, franchement. Restez branchés, allez-y, les gars. On travaille franchement, dessus. je suis chaud. On a déjà commencé à sur le travailler dessus. forum. Mais ouais, après, il faut l'animer, il faut le faire connaître. Et puis quand il y a une question, il faut aussi dans un premier temps, il faut se débrouiller pour que il y ait des gens qui répondent, parce que ça peut créer de la frustration. Tu poses des questions, t'as pas de réponse. Ouais. Tu fais une fois, 2 fois, après t'arrêtes. Carrément. Et puis le temps de réponse aussi, tu as besoin d'un truc, tu poses la question, les gars ils répondent une semaine plus tard, bon c'est trop tard, quoi. Ouais. Ouais, après souvent c'est sur des temps qui sont pas immédiats, hein. C'est des temps pas des temps longs, mais c'est des temps intermédiaires, 2-3. Tu sais, nous on est microbiologistes, on a rarement les réponses en
quelques heures, il nous faut 4-5 jours pour avoir une réponse. Bon, je mets en culture, je mets ma question sur le forum, c'est bon, dans 48 heures. Voilà. Bon, après, il faut avoir la réponse dans les 4-5 jours, sinon c'est compliqué. Trop bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc comment on fait pour te retrouver, Pierre, pour te retrouver le forum, pour retrouver le site, toi, Super Microbiologiste, dans quel ordre on fait ça et où on cherche? Bah, le mot-clé, c'est soit taper sur Google Super Microbiologiste au pluriel, mais même au singulier, on tombe dessus. Parce que je suis pas super microbiologiste, c'est tous les microbiologistes qui sont des super microbiologistes, donc c'est pour ça que c'est au pluriel. Donc il y a LinkedIn, donc il y a une page LinkedIn super microbiologiste, donc on peut s'abonner, cliquer sur la petite cloche en haut à droite qui permet de voir tous les posts, parce que sinon c'est l'algorithme qui va choisir les posts qu'il va vous présenter. Et vous pouvez télécharger le masque aussi et l'imprimer chez vous pour faire comme toi, Paul-Adrien, et le mettre. Et puis sinon, non, sur Google ou sur votre moteur de recherche, vous faites Super Microbiologiste, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir les infos régulières et venir voir ce qui se passe sur le site, sur le forum. Bah écoute Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir chez nous. Et puis bien écoute, on reste au courant de ton activité passionnante. De toute façon, j'adore, j'apprends plein de trucs, j'interagis avec des gens qui ont plein de trucs à t'apprendre. Donc c'est top. Et puis bah à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, bah écoutez, merci à vous trois, c'était très Pierre. sympa de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Merci. Allez, À bientôt. à bientôt. Merci, bye bye.